Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info Télévision. On aura comme d'habitude tout à l'heure notre revue de presse qui amènera nos invités à réagir sur des thèmes et des sujets évoqués par la presse camerounaise. Chacun aura droit à une réaction relativement à un sujet qui l'aura marqué dans la presse et le traitement proposé par la presse ce jour. Et puis en plat de résistance de cette édition, on évoquera sûrement la question d'actualité. On a commencé par parler du littoral au littoralien. Non, les questions de représentativité ou de représentation sont de plus en plus évoquées avec la notion de composante sociologique qui divise pratiquement tous les Camerounais. Finalement, est-ce que le problème n'est pas le contenu des textes et des lois au Cameroun? Sont-ils clairs, ces lois, ces textes? Sont-elles clairs? Ces lois, on parcourra en tout cas les documents y relatifs pour avoir vos différentes réactions là-dessus. Ce qui divise les Camerounais aujourd'hui n'est-il pas fondé dans les lois de notre pays? Accueillons à présent nos invités, ceux qui sont déjà naturellement installés. Il est de retour, Paul Stéphane Mendouga, ça fait quelque temps. Il n'a pas été avec nous dans cette grande famille. Paul Stéphane, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être convié au Grand Soir et chaque fois que j'ai l'opportunité d'y être, vraiment c'est avec gourmandise que je réponds présent. Alors j'essaie de voir si Paul Stéphane a fait un post relativement à ce jeune homme qui a pratiquement été brûlé dans la cour d'une chefferie à l'ouest du côté de Penka. Michel, vous n'avez pas encore réagi. Le sujet, vous le classez? Non, je ne le classe pas. Vous savez, moi je ne suis pas un lanceur d'alerte. Oui. Avant de faire un post ou alors avant de me prononcer sur un sujet, il faut que je regroupe un ensemble d'informations pour pouvoir me prononcer. Sinon, je vais rapidement basculer dans le populisme et on risque de me classer, j'ai envie de dire, dans la rubrique des lanceurs d'alerte que je ne suis pas. Mais j'ai quand même eu certaines informations qui m'amènent à penser qu'il faudrait que l'État soit un peu plus rapide par rapport à cette situation parce que sur la base des informations que nous avons, c'est vrai que la présomption d'innocence existe. Absolument. Mais sur la base des éléments que nous avons, ce chef et tous ceux qui étaient avec lui doivent être interpellés pour que justement la procédure pénale suive son cours. Et je veux simplement rappeler à ceux qui nous écoutent ou alors à ceux qui nous gouvernent que si c'était un individu qui avait parlé du président de la République sur les réseaux sociaux, il serait déjà rattrapé. Parce qu'on a vu un individu qui a fait un commentaire sur la page d'un lanceur d'alerte que je ne vais pas citer ici. Il a été rattrapé. On se souvient même d'un individu qui avait insulté le président. Il a été rattrapé. Et alors que ce chef et ses complices soient rattrapés, parce que dans une république, la tradition n'est pas au-dessus des lois. Et la tradition n'est pas au-dessus de la République. Donc, simplement que ceux qui nous gouvernent, pour une fois au moins, qu'ils fassent leur travail et qu'ils démontrent que ce pays est encore gouverné. Je suis sûr que Benoît Feudieu va effacer le pour une fois relativement à cette situation. Benoît, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir aux codistrances. Justement sur cette situation du côté de Penka Michel, Paul Stéphane indique qu'il manque une réaction prompte. Il n'y a même pas une grosse mobilisation comparativement à ce qu'on a vu parce qu'il y avait une femme qui aurait utilisé les pipis pour préparer. On a vu une grosse mobilisation. On a vu la mobilisation du côté de la rue Manguier lorsqu'un Chinois, entre guillemets, un Camerounais, s'est retrouvé en train d'être tabassé. Mais là, on a un jeune qui a pratiquement été grillé comme du soya. Je crois que la mobilisation est en train de se mettre en place. Et s'il n'y a pas de dénouement de l'affaire, j'ai bien peur même que la mobilisation va jusqu'à même provoquer certaines choses qu'on a généralement peur. Parce que ce problème est assez grave. J'ai lu votre petit commentaire dans un forum. Oui. Vous avez dit inacceptable, sans commentaire. Inacceptable, c'est clair. On ne peut même pas. Et c'est pour ça que je crois, le dossier qui est déjà sur la table du procureur auprès du parquet de Tchang. De Tchang, oui. Oui. Je pense que ça doit être très rapidement fait. Et je ne suis même pas inquiet
par rapport à cela. Contrairement à Stéphane qui pense que si ça avait été l'insulte au président de la République, c'est qu'on aurait déjà agi. Bon, non. Je pense que peut-être on agit vite et on libère aussi vite. Mais je crois qu'ici, c'est un dossier qui est vraiment sérieux, qui est très sérieux, qui est même douloureux. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, il est vrai, ce qu'il a dit de vrai, c'est que on sait même que par des soupçons, on interpelle les gens et on garde pour poursuivre les enquêtes. Oui. Mais ici, c'est des soupçons même avancés. Il y a un peu, en quelque sorte, une sorte de flagrance dans cette histoire. Dès lors qu'on voit un jeune homme ligoté qui est en train même de supplier que le sang ne circule plus. Et on voit l'indifférence du chef et le chef finit par lâcher un mot. Non, je pense que même là, il faut juste être conforme vis-à-vis de la loi pour dire ce sont des présumés innocents. Sinon, c'est que si ce n'était pas par rapport à cela, c'est qu'on a en face des personnes qui sont prises en flagrance, il faut déjà sévir. Et je crois que cette histoire risque même... il faudrait même que, au-delà des enquêtes, qu'on essaie de voir un peu clair sur certaines situations, parce qu'il faut se poser la question, la précipitation même pour exécuter certaines mises en cause. Parce que c'est vrai, on parle de la justice populaire, mais ici, là, c'est différent de la justice populaire. Oui, c'est une justice populaire orientée. Oui. Dès lors, parce que comme dit auxiliaire de l'administration, un chef qui est l'auxiliaire de l'administration, lorsqu'on vient déjà avec un individu devant vous, c'est déjà votre responsabilité de protéger cet individu et remettre aux autorités compétentes. Vous voyez, on montait un petit groupe pour écrire les histoires du genre. Le chef a dit qu'il avait appelé la gendarmerie. Après, il a envoyé les gens pour aller remettre à la gendarmerie. Moi, je dis vraiment, je crois que ce n'est pas en tout temps qu'on s'amuse dans des situations. Il s'agit là des vies humaines. Des vies humaines. Nous ne parlons que du cas de cet enfant, mais il y a eu 2 vies, hein. Il y a eu 2 vies, puisqu'on dit même que le véritable voleur, même au moment de les assassiner, criait que vraiment, laisser le petit là, il n'a rien à voir dans cette histoire. D'accord. On a écouté également... nous pensons que dans les toutes prochaines heures, qu'on ne continue pas à nous dire qu'on est allé se soigner. On se soigne même aussi même en prison. En détention, on se soigne en détention. Il y a des services... Il n'y a pas de super. Il faut que cela soit clair. Et je pense même que le ministre de l'administration territoriale doit déjà regarder le cas de ce chef au plus rapidement possible. Jean Dodieu Evouna, est-ce que vous avez suivi également cette actualité? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Oui, je suis citoyen camerounais. J'ai suivi cette actualité qui remet au centre de nos préoccupations la question du rôle de la justice. Parce que moi j'ai une préoccupation, la lenteur et le silence complice. Nous parlons là des faits qui se sont passés le 5, début du mois. Nous sommes pratiquement déjà... Nous sommes le 16. Le 16. Ça fait 11 jours. Ok, ça fait 11 jours. Je constate un silence et une lenteur complice des autorités compétentes. Donc cette lenteur et ce silence en dit long. En ce qui concerne le pouvoir des chefferies traditionnelles que je traiterai à géométrie variable en fonction des régions. Et ça, il faut le dire. Si j'étais dans certaines régions, j'ai fait pratiquement sur 10 régions du Cameroun, je connais 9 en profondeur. C'est-à-dire, à l'instant, on aurait saisi, les autorités auraient agi. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce qu'on soit plus d'une semaine après que ce soit avec lenteur qu'on commence à parler de la vie humaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible que dans une chefferie, on a brûlé 2 personnes et que la gendarmerie n'a pas été au courant, comme Paul Stéphane le disait, et que ce n'est que lundi qu'on en parle? Pourquoi est-ce que... Quel est le rôle du procureur de la République? Je crois que dans d'une justice sérieuse, il doit s'auto-saisir de la situation. Mais jusqu'à hier, on a attendu voir des plaintes des familles. Et maintenant, il y a la gendarmerie qui nous sort une note qu'il a fui.
Il serait allé se soigner. Soigner à où, Douala. comment? À Douala. De quelle manière? Il a fait comment pour sortir de la région de l'Ouest, de sortir de sa chefferie? Le procureur était où? Où était le procureur? Comme Paul Stéphane le disait, s'il fallait arrêter un gars à Ndjang, ou à Boumpial. Mbompiel, ou à Lomier, si c'était un chef traditionnel, parce que laissez-moi parler, si c'était un chef traditionnel de Nkomtou, ce que la police du péage le prenait. Mais quelle est cette manie? Ça révolte. Et ça rentre en boîte ligne avec la thématique d'aujourd'hui. Absolument. Cette question de gestion de pouvoir, où ailleurs, dans certaines régions, on a le chef est sacralisé, déifié, et ailleurs, le chef est vilipendé, méprisé par les autorités compétentes. Ou je vois le chef de mon village qui me regarde là, appelle le sous-préfet en le saluant avec 2 mains. Le chef, patron. Mais pourtant, il a hérité, c'est pas lié. Mais ailleurs, le sous-préfet a peur de mener une enquête. Et le procureur ne s'auto-saisit pas de la situation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Un sérieux problème de gestion des pouvoirs traditionnels. Et je dis ça à géométrie variable. Au nord, c'est différent. C'est-à-dire, on peut brûler quelqu'un, ailleurs on peut brûler quelqu'un, mais au centre, on brûle, on vient ramasser notre chef, parce qu'il a brûlé. Parce qu'il n'a pas cotisé pour le 20 mai. Parce qu'il n'a pas cotisé pour le 20 mai, on vient ramasser mon chef comme un malpropre. Et vous voulez comme ça c'est ici qu'on dise que non. Il faut que la justice nous situe. Quel est son rôle? Quel est le rôle d'un procureur de la République? Est-il là pour prendre les petits brigands pour faire je ne sais quoi? Nous les attendons quand il s'agit de questions pareilles. Merci, merci. On accueille Dr Stéphane Zanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV et merci pour l'invitation. Je vous accueille avec cette question parce que je regardais encore une vidéo avant d'entrer dans ce studio. On n'a pas beaucoup avancé dans le cadre de cette affaire. On n'a pas entendu parler d'interpellation. Le chef serait à Douala pour des questions de santé. Il a fallu que les réseaux sociaux se mêlent pour qu'on commence à sentir que l'histoire devrait intéresser tous les Camerounais. Je peux comprendre la prudence de l'État et le tact avec lequel les autorités judiciaires et même la gendarmerie mènent gèrent cette situation. On parle ici d'une chefferie traditionnelle dans l'ouest du Cameroun et non d'une chefferie administrative dans les régions du centre, du sud et peut-être de l'est. Centre-sud, c'est les chefferies administratives. On comprend un peu ce qu'il est en train de dire. C'est exactement ce que vous expliquiez tout à l'heure. Je veux faire référence à l'ancrage du chef dans son terroir, au poids culturel que le chef représente dans son terroir. Ce n'est pas le même poids que le chef de l'Ouest a que celui du centre aurait. Mais ça ne met personne au-dessus des lois. C'est très grave. J'ai fait une analyse sociologique et peut-être même anthropologique, peut-être pas tout de suite juridique. Le droit pose le principe de l'égalité de tous devant la loi. Ça signifie qu'en cas de flagrance, les autorités judiciaires se mobilisent et mettent en branle une mécanique qui permet d'interpeller tout citoyen parce que nul n'est au-dessus ou en dessous des lois. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On indique bien que c'est des faits du 5 et le 15, nous en sommes encore à supputer. Et vous voyez que la gestion de cette situation n'est pas la même avec des autres cas qui se seraient passés ailleurs. Je vous prends un petit exemple, toujours dans l'ouest du Cameroun, où récemment, je pense qu'il y a 1 ou 2 mois de cela, je ne sais pas dans quel département spécifiquement, à une cérémonie qui devait être présidée par le sous-préfet. Le sous-préfet, le chef traditionnel, a eu plus d'ovations que le sous-préfet, ce qui a provoqué le courroux du sous-préfet qui a demandé aux populations de s'asseoir. Mais il n'a pas raison, le sous-préfet. Il n'a pas bénéficié du même accueil et du même triomphe que le chef traditionnel. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce n'est pas un fait anodin. Ça signifie simplement que le chef traditionnel a un très fort ancrage et une très forte influence sur ces populations. Les faits sont d'une gravité qui aurait provoqué le courroux des populations elles-mêmes. Je ne sais pas s'il y a plus grave que l'assassinat
s'il y a plus grave que les faits qui se sont commis dans cette chefferie. Je dis, la gravité des faits était de nature à provoquer le courroux des sujets de ce chef. Ce qui ne s'est pas fait jusqu'ici. Ça démontre que la chefferie traditionnelle dans ces régions reste un lieu sacré. Je regrette parce que la chefferie aussi est un refuge pour un sujet ou pour un citoyen. Si même vous êtes pris en flagrant délit de vol quelque part, et que la population veut vous lyncher, si vous avez la chance de voir les portes de la chefferie ouvertes, vous y réfugiez, vous avez la vie sauve, parce que vous savez qu'en tant que relais de l'administration, le chef vous mettra à la disposition des forces de l'ordre, il ne sera plus question de lynchage, il sera question de vous mettre face à vos responsabilités, donc l'ouverture d'un procès dans les normes, au moins votre vie est épargnée. Mais si la chefferie devient un lieu de châtiment, avec cette indifférence totale et peut-être cette banalisation de la vie par le monarque, c'est un problème. Parce que le monarque n'est pas au-dessus de la République. Il a une autorité morale et culturelle. Mais il ne vient... Parce qu'il y a eu là une sorte de sécession juridique. Le chef s'est détaché du droit positif pour... entre guillemets, si c'est le chef qui est au terme des enquêtes, on saura s'il est le commanditaire, s'il est l'exécutant, on va établir les responsabilités. Mais je dis que la chefferie a été le théâtre d'une telle horreur, d'une telle barbarie. Cela appelle à la réaction prompte des autorités judiciaires du Cameroun. D'accord. Merci Stéphane. Juste en quelques secondes. Oui, juste pour dire que, en fait, lorsqu'on a un peu poussé la recherche loin, on s'est rendu compte que ça fait 15 jours pratiquement que l'acte a eu lieu. Mais il s'est posé que lorsque ça s'est passé, même la famille ne savait pas exactement ce qui s'est passé. Parce que même quand la maman de l'intéressé y arrive, on l'a conduit à la chefferie et le chef lui donne une version très très différente. Selon quoi l'enfant a été lynché par la population quelque part. Alors, c'est plus tard, c'est à travers la vidéo, que soit un des proches à la chefferie a dissimulé la caméra pour... Le chef ne savait pas qu'on était en train de filmer. C'est cette caméra qui fait sortir le courroux du Et la maman dit, finalement, le chef a envoyé un émissaire pour venir tenter d'un arrangement à l'amiable. Voilà. Donc, vous comprenez. Mais moi, je disais également que le sous-préfet, certains sous-préfets commettent les erreurs. Un sous-préfet qui se plaint parce qu'il y a eu plus d'ovation pour le chef, le rêve vient de lui. Comment il a fait pour arriver avant le chef? Il n'est même pas là-bas pour être ovationné. Voilà. Et puis comment sur le plan protocolaire il a fait pour venir s'asseoir avant le chef? C'est d'abord quoi d'aller vouloir prendre le territoire des autres. Parce que quand vous êtes sous-préfet, il y a une cérémonie. Il n'est pas le chef de terre. Votre protocole se rassure que tout le monde est en place. Et vous venez en dernier. C'est ça. Allez, bonsoir le panel. Le chef de Baloum fait comment pour se retrouver à Douala, alors qu'à l'ouest, l'ouest dispose de toutes les structures sanitaires au même titre que Douala. Je ne veux pas lire autre commentaire à Raphaël Zogo depuis Yagua au Cameroun, où vous faites des affirmations. On n'a pas tous les éléments nécessaires pour aller à cette affirmation là. Voilà, le chef doit être vite interpellé, sinon il peut pourrir l'atmosphère. Comme je ne dirais pas également ce que vous avez écrit là. Et il faut savoir que ce chef est du RDPC. Les autorités attendent les hautes instructions, Emmanuel, du côté des Yaoundé, qu'on attendrait les hautes instructions du RDPC pour agir. Bonsoir. Je n'oublie pas le panel, particulièrement le dernier tigre de Nkomtou. L'autorité traditionnelle devrait faire prévaloir son autorité morale, malheureusement plongée dans des incantations sataniques. Il mériterait être déchu de ses fonctions et traîné devant les tribunaux compétents pour une sanction différemment de la torture tragique exercée sur des compatriotes. Peut-être s'est-il inspiré des situations antérieures tragiques émanant des autorités traditionnelles dans des coins et recoins du triangle comme dans le Septentrion ou dans le Nord-Ouest où les compatriotes ont subi des sévices corporels jusqu'à perdre leur vie. Massoc Thomas, ça devrait s'arrêter dans tous les cas si on a des cas comme cela. Merci. Franck n'aura pas le temps de réagir sur cette question. On va d'abord dans les kiosques avec Romaric Noifeu. On prend nos bloc-notes. Bonsoir Romaric.
Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à votre panel constitué ce soir dans le cadre de cette deuxième livraison du Grand Soir sur les antennes d'Info Télévision. Permettez-moi d'adresser également mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs. D'accord, allons-y dans les kiosques. Les kiosques, informations majeures à retrouver en une du quotidien Info Matin, c'est l'affaire Smito avec le Cameroun qui se désengage et d'ici le contrôle de son pavillon camerounais. Le journal en tout cas a fait allusion à ce communiqué signé le 15 juin par le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalabibehe qui a d'ailleurs clarifié la situation juridique du pétrolier présenté par Reuters comme battant pavillon camerounais. C'est donc une information qui a également conduit le ministre des Transports à prendre en compte quelques éléments, entre autres la mise au point faite ici à Yaoundé. Le ministre des Transports a confirmé la radiation officielle du navire Smito depuis le 26 mai 2026. L'administration maritime dit d'ailleurs être en contact avec les autorités britanniques et réaffirme son engagement contre les immatriculations justement irrégulières. Le journal La Météo également est en kiosque et parle de cette affaire relativement à l'exploitation illégale du pavillon. Le Cameroun épingle 39 navires dans son registre maritime. La liste des bateaux sanctionnés et radis a donc été rendue publique le 29 mai dernier par le ministère des Transports piloté ici par Jean-Enes Masséna Ngalabibehe. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana revient sur les questions législatives et même municipales. On ne baisse pas la garde. C'est justement le titre choisi par ce journal dans sa parution de ce jour en grande une comme on peut le constater. En prévision des élections projetées pour l'année 2027, les formations politiques accentuent la campagne d'inscription massive sur les listes électorales, l'encadrement des militants et surtout l'ancrage territorial du côté des chambres basses et hautes de notre Parlement, Assemblée et Sénat. La nouvelle expression parle de l'inutilité du Parlement. Pour l'ouverture de la session de juin 2026, le nouveau président de l'Assemblée nationale, le très honorable Théodore Datour, a relancé le débat sur l'exploitation de l'or et les questions foncières, sauf que Aristide Mono, cette personnalité, en tout cas figure sociopolitique bien connue, dénonce la mauvaise foi permanente du Parlement face justement à l'ensemble de ses responsabilités. Et puis quelques morceaux choisis de ces sorties-là sont à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de sa parution de ce jour, le messager de Fopius Ndiawe. Effectivement, vous en parliez tout à l'heure, Jean-Jacques Cheffery Baloum, l'horreur aux portes du palais. Il est accusé sans preuve tangible d'avoir dérobé des feuilles de tôle. Le chaudronnier Steve Achille Sidjamo a donc été sauvagement lynché et brûlé vif dans la cour d'honneur de la chefferie. Nous sommes là du côté de Penka Michel dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal justement Le Messager en parle en grande une dans sa parution de ce jour. Le bi-hebdomadaire Le Point revient avec les questions de malgouvernance en une, enquête scandale, l'épouvantail. Le journal qui revient sur plusieurs dossiers sensibles liés justement à la gouvernance du pays. Et parmi cette gouvernance, climat social fait d'ailleurs une dénonciation assez particulière en grande une de ce jour. Prison centrale de Berthois, détention arbitraire, je suis en danger de mort et je peux être empoisonné. Le message choc du journaliste détenu donc à Berthois, le directeur de publication de climat social qui alerte sur un possible empoisonnement et dénonce une détention arbitraire. Les défenseurs des droits humains lancent d'ailleurs un appel urgent pour des garanties de sécurité et surtout un examen équitable de son dossier. Il s'agit effectivement du journaliste Emmanuel Mbok Matip qui dit d'ailleurs craindre pour sa vie. De ce côté. Le quotidien Primeur Hebdo parle de vol d'eau dans la capitale politique à Yaoundé avec 3 villas et 5 appartements connectés illégalement au réseau d'eau qui ont été démantelés par les autorités. C'est le titre choisi justement par le quotidien Primeur Hebdo dans son numéro 1073 de parution de ce jour. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama nous conduit donc cet après-midi à Sargé avec ces 11 personnes qui ont été enlevées par des ravisseurs. Cet enlèvement collectif signalé dans la localité de Sargé. Nous sommes là, Jean-Jacques, dans la région du Nord Cameroun. L'actualité également, on peut le constater en grande une avec cette figure particulière du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Sauf que nous sommes dans l'arrondissement de Makba. J'y arrive de ce côté. Nous sommes dans une nouvelle confrontation entre Bamoun et Tikar. C'est l'interrogation majeure, en tout cas, qui trouve réponse dans les colonnes du journal L'Actualité dans sa parution de ce jour, qui nous parle de ces 2 années après les violences liées au festival Ngwon. L'annonce du festival Tikar Yam ravive dans les tensions dans le département du Noun. Les autorités sont appelées à la vigilance pour véritablement préserver la paix. Le repère parle du climat des affaires avec le Cameroun qui semble être une destination crédible. L'agence de promotion des investissements a renforcé les mesures incitatives pour attirer les capitaux étrangers avec une réduction des délais d'agrément et l'ouverture d'un
guichet unique digital. Le journal, justement, Le Repère, revient sur cette actualité dans son numéro 1466 de parution de cet après-midi. Le jour d'Aman Mana parle de Joël Ndjodo. Nous développons des services financiers numériques inclusifs, durables et surtout utiles. Il est question ici de ce country manager de Wave Cameroun qui présente les stratégies de l'entreprise pour étendre l'accès aux services financiers simples et surtout abordables avec, n'est-ce pas, des perspectives de croissance. Sans de tout, revient avec la figure du ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, qui est à l'épreuve des dossiers très brûlants. Le ministre des Finances qui s'attaque à la dette de l'État, aux dettes flottantes, au nettoyage du fichier des allocations familiales et à la remise d'ordre dans certains établissements bancaires. L'objectif visé ici par l'ONMINFI est donc d'assainir les finances publiques avant la soumission d'une loi de finances rectificative pour, n'est-ce pas, augmenter le budget de l'année 2026. Le citoyen est également en kiosque pour sortir de cette revue de presse pour la deuxième livraison sur ce plateau prestigieux. Le numéro 398 titre sur les douanes avec 6500 gélules de tramadol qui ont été saisies du côté des coques. Il s'agit donc de la brigade mobile des douanes des coques qui a intercepté les médicaments dissimulés dans un véhicule venant, n'est-ce pas, du Nigeria et en route pour la ville de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Jean-Jacques, voilà, avec cette actualité, nous mettons en terme donc à cette revue de presse pour la deuxième sortie de la semaine sur votre plateau, sur le Grand Soir. Merci Romaric, rendez-vous demain pour l'acte 3 de la revue de presse sur le Grand Soir. On va accueillir juste derrière vous, il nous a retrouvé Franck Martial Fomo, qui est le secrétaire exécutif de LIDER. C'est une organisation de la société civile. Mais pour revenir à vous, Paul-Stéphane, quelle réflexion sur une? Oui, la une qui a retenu mon attention, une fois de plus, c'est la nouvelle expression qui nous parle du Parlement. Et je m'inscris en droite ligne avec cette presse-là qui pense que le Parlement ne sert presque à rien. L'inutilité du Parlement. Oui. C'est pas exagéré? Ce n'est pas exagéré. C'est vrai, parce qu'il faut savoir que le Parlement ou les parlementaires ont une fonction qui leur confère deux missions principales. La fonction du parlementaire, c'est de représenter. Et au nom de la représentation, il contrôle l'action du gouvernement et il fait les lois. Prenons le cas du contrôle de l'action du gouvernement. Avec tous les guettes qu'on a depuis 2018, parce que je préfère prendre 2018, parce que si je vais avant 2018, on risque de ne pas finir l'émission. Donc je préfère prendre à partir de 2018. Quand vous prenez tous les guettes qu'on a depuis 2018, comment on fait pour que ce gouvernement soit encore en place? Alors que le Parlement peut lui demander les comptes d'après la Constitution. On voit un Parlement qui semble être d'accord avec la gouvernance que le président de la République avait fait après son élection. Prenons maintenant même le cas des lois. La loi, ou alors le code des collectivités vous dit que vous devez transférer 15%. Ça n'a jamais été respecté. Et on voit les sénateurs qui sont censés représenter les collectivités territoriales décentralisées ne jamais rien dire. Ça donne l'impression qu'ils sont d'accord avec ce que le gouvernement fait. Parce qu'en fait, ceux qui doivent défendre la décentralisation, ce sont les sénateurs. Oui. Parce qu'ils représentent les collectivités territoriales décentralisées. Prenons maintenant le cas de ceux qui représentent même le peuple. Alors c'est très grave. La seule loi qu'ils ont eu à proposer depuis 1990, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avec tous les problèmes qu'on a au Cameroun, donc il veut dire qu'ils ne voient pas les problèmes qu'on a au Cameroun. Mais la question soulevée derrière cette une de la nouvelle expression, c'est de savoir si, avec Dato qui est arrivé, ou Aboubakari du côté du Sénat, est-ce qu'on peut rêver d'un nouveau Parlement? Non, pour qu'on rêve d'un nouveau Parlement, en réalité, il faut changer de système. Parce que le véritable problème du Parlement camerounais, c'est le système politique camerounais. Nous sommes dans ce que j'aime appeler un système monocratique, c'est-à-dire un système où tout se résume à la volonté du président de la République. C'est ça le véritable problème. Ça fait donc en fait, les autres institutions deviennent inutiles. Ça veut dire qu'au lieu de continuer même à gâter de l'argent, autant mieux on supprime une fois le Parlement, on supprime même le pouvoir judiciaire. Là, le président commence une fois à décider de tout. Ça va nous faire beaucoup d'économies. Et peut-être là, on pourrait avoir l'eau en comme tout et à me balaber chez ma mère et je ne sais pas trop. Mais il faut quand même dire qu'il est possible d'envisager autre chose. Il y a des élections qui arrivent. Un Parlement qui serait peut-être mieux représenté, entre guillemets, pourrait avoir un peu plus d'impact. Là, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que les populations camerounaises ont la maturité nécessaire
pour arriver à ce stade. C'est les fans du Sénégal. Justement, ils en parlent du matin au soir. Justement, avec l'esprit communautaire qu'on a, parce qu'il faut aussi le dire ici, j'ai envie de dire sans avoir peur que le véritable problème, c'est qu'on est encore trop communautariste. Parce qu'en fait, et là je suis d'accord avec votre question, et j'ai l'habitude de le dire, dans une démocratie de tropique comme celle du Cameroun, on ne doit pas donner le pouvoir exécutif et législatif à un même parti politique. Il faudrait qu'il y ait toujours un contre-pouvoir qui soit là pour rappeler au pouvoir exécutif qu'en fait, voilà les vrais problèmes du peuple. Mais quand vous donnez à quelqu'un 157 députés, à la fin, même contre sa volonté, il devient un dictateur ou alors un petit dictateur parce qu'en fait, même ses caprices les plus inutiles vont passer à la chambre basse et on va se retrouver justement avec un système de gouvernance qui ne répond pas aux attentes des Camerounais. L'inutilité du Parlement, c'est le titre de la nouvelle expression qui a retenu l'attention de Paul Stéphane. Jean de Dieu et Vouna, quel titre? Le vol d'eau. Vol d'eau. Le vol d'eau. Vous n'avez pas lu ça? On va retrouver la une tout à l'heure. Oui, qu'il y a des citoyens qui volent de l'eau. Moi, Jean de Dieu, il y a d'abord de l'eau. Hein? Allons-y. Oui, j'ai vu ça. Et je vous posais la question s'il y a d'abord de l'eau. Vous savez, c'est une question très importante. Moi, je suis de la société civile et je m'occupe des familles. D'accord, c'est Prime Hebdo qui parlait de vol d'eau à Yaoundé. D'accord. Voilà. Et vous semblez rire, et ça fait rire tout le monde. Pourquoi? Parce que il est plus facile pour nous, les familles, de réclamer l'eau et le courant. Mais pour qu'une structure fonctionne et que nous avons des populations qui trichent, qui volent l'eau, qui volent le courant, des entreprises qui ne payent pas leurs factures, l'État même, qui doit à Socadel des milliards, qui doit à tout le monde. À tout le monde. Moi-même qui parle là, est-ce que je paye mes factures d'eau? Dites-nous, vous n'en payez pas? Je pose donc la question, je commence par moi. C'est-à-dire, je veux interpeller les populations que on ne peut pas exiger d'une entreprise des résultats si on vole le courant, si on vole l'eau. C'est clair. Il faut qu'on soit honnête. Et ça part de la famille. Si je suis chef de famille, moi et Vouna, et que je vis à Yaoundé, si je ne peux plus payer l'eau et le courant, je rentre à Kolfoulo, je puise l'eau en Saza, je vais à la source de mes ancêtres et je vis tranquillement avec la lampe tempête. Mais quand on est en ville et qu'on exige des entreprises comme Kamwata et autres, il faut s'assurer qu'on a ces 5 000 francs au moins et pour le courant et pour l'eau chaque fin du mois. Parce que tout le monde s'exclame, dit oh, Socadel, vraiment on n'a pas regardé le match, on n'a pas vu ceci. Est-ce que tu as payé, tu payes tes factures d'eau? Est-ce que tu sais le manque à gagner? Et les chiffres relatifs au manque à gagner sont énormes. Énormes, c'est des milliards, c'est des milliards. Parce que quand on rit en disant qu'on a vu des populations en train de voler l'eau, mais ils ont des sons dans le quartier, tout le monde est dans le quartier qui a le son loulou. Voilà. Je vais parler tout à l'heure. Je vais dire, même les ministres volent l'eau. Alors, je crois qu'on est à l'antenne là. On est revenu à l'antenne. Socadel nous a ramené à l'antenne. Allons-y. Socadel nous a ramené à l'antenne. Et Socadel signale que les factures ne sont pas payées. Même les ministres volent le courant et l'eau. Le ministre, ton statut ne te permet pas de ne pas payer les factures. C'est une honte. C'est une honte parce que les agents ne peuvent pas venir. Les gens ne vont pas entrer chez vous. Ils ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer. Il y a les sbires et autres. Et vous êtes là quand vous les rencontrez, vous gonflez. Vous êtes un voleur d'eau, un voleur de courant, de l'énergie. Et vous faites des fanfaronnades. Non, il faut le dire sincèrement. Si les familles camerounaises veulent assurer
le problème de s'assurer que le problème de l'énergie doit être réglé. Il faut que chacun s'assure aussi de sa part de responsabilité. Payer les factures. Les entreprises privées qui ont des manigances avec les agents de ces entreprises Camwatt et Socradel. Ça doit cesser. Vous n'aidez pas votre entreprise en allant prendre de l'argent derrière. C'est pas normal. Et il faut noter que la nouvelle entreprise est surendettée. Si les Camerounais ne s'alignent pas, ne se corrigent pas, nous aurons toujours les problèmes d'énergie. Merci. Merci pour le regard là. Alors, Emmanuel de Yaoundé qui dit ne parlez plus de la lumière, voilà ça qui vous arrive là-bas. Nous, on défendait même plutôt Socadel. On payait les factures de Socadel. Benoît Feudu a noté quelle une. Oui, je reviens sur l'affaire de ce petit avec la une de Messager. Du Messager. Oui, parce que c'est... l'horreur aux portes du palais. Vraiment, c'est vraiment l'horreur aux portes du palais. Et je voudrais dire que en marge, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé réellement là, c'est à questionner encore le phénomène de la justice populaire. Parce qu'il faut se poser des questions. Pourquoi dans des endroits où on brûle, il faut le dire de manière triviale, on brûle autant de voleurs, le vol ne fait que connaître une montée exponentielle. Il faut se poser la question. Alors, si on va au fond, on se rend compte qu'être fin à la vie d'un voleur sont parfois même ceux qui fabriquent même les voleurs. Ils sont dans la foule. Ils sont même les chefs de gang. Ils sont même les chefs de gang. Ils se précipitent pour faire exécuter celui-là afin que on ne démantèle pas, n'est-ce pas, le réseau. D'accord, c'est clair. Bonsoir Jean-Jacques. Que le monsieur qui compte aller vivre au village sache que le pétrole lampant manque au Cameroun. C'est Jean qui dit que vraiment, pour qu'il veut aller vivre au village, même là-bas, ce n'est pas tranquille du tout. C'est pas Zanga. Les voleurs de pétrole aussi doivent arrêter de voler le pétrole et les voleurs d'or. Ça va de soi que les voleurs de pétrole, les voleurs d'or, les voleurs de... C'est la une de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui a retenu mon attention avec les enlèvements du côté du nord, de la partie septentrionale du Cameroun. Il ne se passe plus un mois sans qu'on ne parle d'enlèvement de ce côté. Je pense que c'est l'État qui a pour mission d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il faut bien que nos compatriotes du Grand Nord vaquent tranquillement leurs occupations sans avoir la peur dans le ventre de se faire enlever soit dans son domicile ou alors sur son lieu de travail pour les paysans, pour ceux qui vont tranquillement dans leurs exploitations agricoles. Donc je pense que l'État doit mettre, je propose que l'État mette encore, durcisse encore le dispositif sécuritaire, quitte à mettre sur pied des opérations spéciales. Parce que petit à petit, si on regroupe quelques-unes de l'œil du Sahel ces derniers temps, on verra que le nombre de personnes enlevées est croissant. On dit 11 et puis on passe, demain on dira 8. Si on fait la somme de tout cela, le mal est encore là. Justement, c'est devenu une économie autour des enlèvements, il faut des rançons qu'il faut payer. Donc, comment je vais l'appeler, ce banditisme, entre guillemets, là, cette forme de banditisme prospère dans la partie septentrionale du Cameroun, dont l'État doit mettre sur pied, comme cela a été le cas à Douala à un moment, le commandement opérationnel, il faut mettre des dispositifs spéciaux pour lutter contre les enlèvements dans la partie septentrionale du Cameroun. D'accord, c'est noté. Franck, est-ce qu'elle a eu le temps de regarder un peu ce que la présidente a proposé? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Il y a une qu'on peut commenter. Est-ce que vous avez eu le temps? J'ai quand même suivi, même si je suis intéressé par plusieurs sujets, je veux quand même rester sur le sujet le plus grave qui est l'assassinat du jeune de Steve. Pour dire que une fois qu'on a dénoncé et qu'on s'est incliné devant sa mémoire, il faut traiter le problème au fond. C'est-à-dire que, je le dis toujours quand je viens ici, qu'on peut passer le temps à chaque fois à traiter les cas de façon superficielle, traiter les conséquences. Non, l'État aurait dû se saisir, oui, les gens n'ont pas fait ci. Mais il faut toujours se demander comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que comment nous sommes arrivés à un niveau où les gens pensent même qu'ils peuvent se rendre justice. Je vous ai expliqué ici que moi j'ai porté plainte et j'ai fini en cellule. On m'agresse, je n'ai pas porté plainte et je fais 2 jours de cellule pour avoir porté plainte. Simplement parce que celui qui m'a agressé
avec des relations placées. En fait, Donc on vous avez vit... porté plainte et vous êtes retrouvé en Oui, à la gendarmerie de Norbord à Douala. Je me fais agresser. Et puis je m'avais porté plainte. On dit que son père a appelé, un truc de ce genre. Et je me retrouve en cellule. Je passe 2 jours de cellule. Donc il a fallu que moi, je me bats pour sortir. Et quand tu sors, tu ne cherches plus ton volant. Vous imaginez? Ce déficit de confiance désormais en la justice, aux autorités, en fait, c'est dans ça que nous sommes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement où vous avez l'impression... aussi. Quand vous avez l'impression que amener quelqu'un dans un poste de gendarmerie, c'est le libérer. En fait, c'est pas différent de lui dire que bon, tu m'as volé, ce n'est pas grave, vas-y. Ceux qui ne peuvent pas supporter, parce que vous vous mettez dans mon cas, c'est-à-dire qu'on vous a agressé, on vous a pris votre argent, on va pris votre téléphone, et que vous allez encore payer au commissariat, à la gendarmerie, votre tête pour sortir. Si vous n'êtes pas solide dans la tête, vous pensez à autre chose. Puisque l'endroit était connu, et je connais dans quelle famille cet enfant sortait, j'aurais pu penser à autre chose. Tout le monde n'est pas donc capable de tenir comme cela. Donc, il faut toujours interpeller l'État de sa responsabilité. Pourquoi notre justice est devenue une affaire de gros intérêts? On parlait tout à l'heure de chef traditionnel, mais si je ne suis pas d'accord avec l'orientation qui frise du tribalisme, il faut être d'accord que dans notre pays, la justice, c'est selon traite en fonction de qui en face. Ce n'est pas une question de village. Si vous êtes puissant... Stéphane aime parler de communauté pour qu'on se comprenne bien. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se méprenne pas dans l'approche. Oui, je veux dire que il a donné l'impression que ça gère d'autres choses. Je veux dire que à l'Assemblée. Ce n'est que comme ça qu'on contrôle le truc. Mais si vous dites que je suis majoritaire, je t'ai donné mon investiture, tu arrives au Parlement, je vais te dire... Alors, il y en a qui posent sur la question que le Parti communiste chinois fait comment. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'au sein du Parlement chinois, on autorise des groupes de pression et d'opposition. Mais on ne s'exprime pas dans la rue. On vient là-bas au Parlement, on ferme les portes. C'est ceux-là qui vous rappellent que, monsieur, vous avez promis faire une route, vous ne l'avez pas fait. Où est la route là? Là-bas, ils ont le droit de s'exprimer et ça permet à l'État de s'ajuster, aux autres de s'ajuster. Mais maintenant, quand tout le monde sort du village, ils viennent dormir, puis ils disent RAS. Oui, mais on est dans un pays où chaque fois que vous dénoncez quelque chose qui ne fonctionne pas, on vous voit comme un adversaire. Que le gars là, il a commencé à parler. Oui, adversaire, c'est gentil. Tu es l'ennemi. On dit que, mais on a des investitures à ce type, ils sont chez nous. Et c'est comme ça que vos problèmes commencent. On est dans un système où, si on veut que l'Assemblée nationale ou les parlementaires soient totalement libres, qu'on autorise les candidatures indépendantes. Mais si nous restons dans le système qui veut qu'il y ait un parti politique qui vous investit, battez-vous pour que l'opposition prenne l'Assemblée. Parce que si celui qui est au pouvoir à l'Assemblée, dites ce que vous voulez, mettez les mécanismes que vous voulez. C'est démocratiquement correct, malheureusement. Malheureusement, c'est dans le système mondial. Pour l'eau, je voudrais dire que... Non, on a fini, dites aux gens sur votre plateau que c'est quand le voleur n'était pas encore traité que tu parles comme il parle là. Non, on n'est pas d'accord, on ne se rend pas justice. Dans les pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite et beaucoup de pays asiatiques, les voleurs sont tués sur la place publique. Et cela a diminué au terme d'un procès. Et ça permet d'exploiter ces voleurs-là et de voir s'il y a des réseaux. Et même si ce n'était pas au terme d'un procès, ce n'est pas parce que ça se passe aux États-Unis qu'on doit donner ça comme valeur. Alors, je suis déçu. Mon voisin de la société civile, Jean de Dieu, si les Camerounais payent encore l'eau, ça veut dire que nous sommes encore derrière avec toutes les sources et les rivières que nous avons. Allez donc puiser. Tu vas puiser et tu transformes en énergie. Comme il y a trop de sources et de rivières partout. D'accord, on reconnaît que l'énergie est chère. Des composantes sociologiques qui ont migré. Ça veut dire qu'en fait, la loi devrait apporter les précisions en disant, par exemple, je dis n'importe quoi, que pour un conseil municipal qui a, par exemple, 30 conseillers, 20 reviennent, par exemple, à la composante autochtone et 10 à la composante migratoire. Mais sauf que la loi est muette. Ouais. On se retrouve donc dans des situations où des communautés autochtones parfois se trouvent lésées et se mettent donc à revendiquer parce que la loi est muette. Je pense simplement qu'il faudrait, d'où l'inutilité de notre Parlement, j'espère qu'ils vont se saisir de cette question, il faudrait donc qu'on vienne compléter la loi en disant par exemple que dans une localité où on demande 3 députés, vraiment que 2 reviennent aux autochtones et qu'un siège revienne aux populations allochtones. Et là, vous allez vous rendre compte que ce débat va naturellement disparaître. Donc je pense que le véritable problème se retrouve justement au niveau de la loi. Une loi qui est muette
qui donne la possibilité justement de faire ce qui n'arrange pas toujours les communautés. Stéphane Zanga, sur cette question, est-ce que la loi est finalement le problème? La loi est le problème. Les 10 présidents des conseils régionaux sont des personnalités autochtones de cette bien écrit. région. Cela ne pose l'objet d'aucune ambiguïté, même à Douala. Les citoyens ayant besoin d'avoir un lopin de terre, d'avoir un espace où habiter, où développer leurs activités, sont quelquefois, contre leur volonté, sont quelquefois appelés à partir et aller, entre guillemets, chez les autres, au nom de leur droit de se mouvoir à l'intérieur du territoire national sur le principe de l'identité nationale et non culturelle. Mais maintenant, quand il se fixe quelque part, il rencontre une sociologie autochtone qui peut donc être minoritaire sur le plan, comme je le disais, démographique. Le législateur, pour éviter qu'il y ait ces conflits, parce que ces conflits sont entretenus par la loi qui n'est pas suffisamment muette sur la question. Il faut donc légiférer, donc nous appelons une fois de plus à l'utilité de ce Parlement. Il faut légiférer pour préciser en fonction des démographies des circonscriptions, définir des quotas de représentation. À partir de là, le problème s'éteint. On intègre non seulement la dimension des identités culturelles, chacune sera représentée, mais on préserve l'identité nationale également. D'accord, l'article 151 du Code électoral, alinéa 3 que vous avez indiqué tout à l'heure, la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Point. Elle doit en outre tenir compte du genre. On a ça et on peut comprendre, Franck, que les interprétations sont multiples. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que le législateur est en train de dire. Non, je crois qu'on sait exactement ce que le législateur dit. D'accord, tant mieux. Ça nous permet d'avancer alors. Je pense que les gens font beaucoup d'amalgame. Si vous voulez savoir ce que le législateur met dans composant sociologique, il faut savoir comment on définit le nombre d'élus. C'est-à-dire que on part du fait que le nombre de conseillers municipaux, le nombre de maires, le nombre de députés est fonction de la population qui réside dans la démographie. Quand vous faites le recensement, est-ce que pendant le recensement, on demande qui sont les autochtones et qui sont les allogènes? Non. Ça veut dire que la composante sociologique dont parle le texte, il s'agit de ceux qui résident dans un espace précis au moment on demande souvent. Je vous dis que dans le questionnaire, la question est formulée. Il faut qu'on se comprenne. D'accord. Il faut qu'on se comprenne. La formulation des questions de l'enquête et les éléments qu'on prend en compte, c'est deux choses. Pour ce qui est de la question politique, on ne donne pas 10 députés à une circonscription parce que les autochtones sont majoritaires. Ou bien parce que les allogènes sont minoritaires. Si on est d'accord là-dessus, on donne le nombre de députés parce que cette circonscription a, je ne sais pas, 1000 habitants. Et dans 1000 habitants, il n'y a pas un autochtone qui fait donner plus de députés ou un allogène qui fait donner moins de députés. Ça veut dire que le législateur est clair. Ce qu'il appelle composant sociologique, c'est l'ensemble des personnes qui résident dans cette circonscription au moment où se déroulent les élections. Donc le débat qui consiste à donner l'impression qu'il s'agirait des allogènes et des autochtones, c'est un faux débat. Du moins, c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi de le dire. Le législateur est souvent clair. Si vous suivez comment on désigne, on donne le nombre de députés, on comprend de quoi le législateur parle quand il parle de composants sociologiques. Donc ce qu'il dit sont le mauvais. Deuxième chose. Le nombre de députés en lui-même est un gros débat au Cameroun. Parce que si on parle sur la base de la démographie, il y a une grosse injustice également dans la répartition du nombre de députés. Monsieur Jean-Jacques, l'injustice est une chose. Mais ce que prévoit le texte est une autre chose. Moi, je parle des textes. L'application, les politiques peuvent les utiliser comme ils veulent. Mais moi, je dis ce que prévoit le code électoral. Le code électoral dit que c'est le nombre de députés, le nombre de conseillers municipaux de la en fonction du nombre d'habitants de la circonscription. Maintenant, la façon que les politiques les appliquent, ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous savez que c'est vrai que les étrangers ne sont pas autorisés à voter? Mais nous pouvons avoir des personnes venues de l'extérieur qui viennent acquérir la nationalité camerounaise en grand nombre. Sont-ils composantes sociologiques alors qu'ils font partie de la démocratie? Dans la composante sociologique au Cameroun,
on n'a pas prévu les étrangers. Il faut qu'on soit acquis la d'accord. nationalité. Une fois que vous devenez Camerounais, la notion... acquis la nationalité camerounaise. Si vous êtes Camerounais, il n'y a plus de Centrafricains. Ne faisons pas... Ils sont devenus Camerounais. Mais Non. nous parlons de la composante sociologique. Non. Parce que je vous dis, la Il n'y a pas de sociologie Centrafricains Camerounais. culturelle. D'accord, merci. Vous êtes, Franck, il n'y a pas de Centrafricains d'accord. Camerounais. D'accord, Franck. Une fois que vous prenez la nationalité, vous êtes Franck Camerounais. dit que la loi est claire, qu'on ne fasse pas amalgame. La loi est qu'on ne suffisamment cherche claire. pas Il suffit seulement de comprendre comment on en arrive. Une fois que... Maintenant, une fois qu'on a fixé ce cadre en disant que la loi, il n'y a pas d'ambiguïté et que la loi est suffisamment claire, on peut maintenant émettre les vœux. L'idéal dans le vivre ensemble, dans la construction de l'État-nation que nous voulons, on peut donc aller dans les situations de l'idéal. L'idéal voudrait, par exemple, comme dans les cas de région, où on précise, par exemple, que l'autochtone doit être président de région. Président de région. Ça peut se faire dans les communes, ça peut se faire à la députation pour dire que bon, s'il y a une liste à Bafang chez moi, il faut que la tête de liste soit... La loi peut faire toutes ces précisions-là. Pour qu'on puisse construire ensemble, vivre ensemble. Maintenant, il ne faut pas légitimer ceux qui sont dans une logique, comme on est dans notre région, c'est notre affaire. C'est très dangereux. Parce que si vous vivez avec des gens et vous leur dites que du fait qu'ils ne sont pas de chez vous, n'ont rien à dire sur vos affaires, le jour que le bandit arrive chez vous, ne l'appelez pas. Parce que c'est très dangereux. C'est vers là qu'on arrive. D'accord. Si vous commencez à dire aux gens que vous êtes des étrangers, cette bouteille ne vous appartient pas. Parce que c'est bien de le dire. Mais il faut que ça reste dans les proportions raisonnables, que ça reste dans les proportions d'un pays qui veut se construire en nation. D'accord. Il faut que chacun sache à quoi il a droit. Que les gens n'aient pas l'impression qu'on est en train de vouloir les exclure simplement parce qu'ils sont sortis de leur région d'origine. D'accord. La loi est claire pour Franck. Jean de Dieu, est-ce que ces lois sont claires? Vous savez, il ne s'agit pas forcément de si la loi est claire ou elle ne l'est pas claire. Il s'agit de qu'est-ce qui pose problème dans cette loi. C'est l'autochtonie. Vous savez, dans tout ce qu'on dit là, c'est le problème de l'autochtonie. Et j'ai plusieurs fois entendu des intellectuels, des universitaires, il faut enlever l'autochtonie. Pourquoi il y a l'autochtonie dans notre constitution? Moi, je suis allé lire le préambule et je me suis posé la question, d'où sort cette histoire d'autochtonie? Voici ce que le préambule dit. Je peux me permettre de lire. Allons-y. Le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. 2 points. Pourquoi ça m'énerve? Mais quand tu arrives chez moi, mais attends, tu vas pas faire n'importe quoi. Parce que quand j'arrive le matin, à minuit, si je toque chez le chef, il se lève. Parce que c'est chez moi. D'où la question de la tribalité. C'est chez moi là-bas. D'accord. Ici, quelqu'un d'un fou, il me dit, bien que tu portes un nom qui ressemble, je m'appelle Evuna, qui ressemble aux étoudis, qui est une consonance, mais tu n'es pas de fou. Pourquoi ça m'énerverait? Si je te dis que tu n'es pas d'un Komtu, pourquoi ça t'énerve? Pourquoi? Mais c'est vrai que tu n'es pas de chez moi. Parce qu'il y a des privilèges qui a... Justement, il y a des... Justement, donc, nous revenons dans la loi que tu as lue au niveau, parce que je veux que... Vous voulez m'exclure de la loi du code électoral qui demande le respect des composantes sociologiques. Il existe donc 2 types. Il y a la composante sociologique, anthropologique, qu'il faut d'abord, ça veut dire, dans la région du centre, on ne va pas commencer par vous compter, vous le Bafang. Comment ça? Non, on ne commence pas par là. Ça relève la logique, non? Non, on ne peut pas commencer. Anthropologiquement, quand nous commençons à parler des choses du centre, on ne commencera pas par là. Mais là, c'est pas les choses du centre, mais compter, c'est pas... Non, quand on va commencer à comptabiliser les questions de gestion et de représentation au centre, on commence par parler qu'il y a le Bamikim, le Baminugu, qui sont minoritaires. Il faut déjà prouver qu'ils sont minoritaires au centre. Vous savez qu'on ne peut pas
pour donner la place face à un gars du Mbam. Ils sont les premiers minoritaires du centre. Les Bassa du centre sont les deuxièmes minoritaires. Comment on va sauter ces minorités? Moi, je suis Ewondo. Il y a les Eton, il y a les Manguissa. Nous sommes déjà tellement nombreux. Il y a. Et maintenant, il y a des minorités. Il y a les Yambassa. Il y a les Banen. Il y a les Tika. On les oublie. Il y a les Tika. Il y a dans le centre. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a les Sanaga. Il y a les Bassa qui, à l'intérieur ici, disent que nous sommes mal représentés. Et vous croyez qu'on va commencer? On va les sauter. On va prendre le bas-flanc. Parce que tu dis que tu risques de te sentir exclu. Non, nous allons d'abord. D'accord. Nous allons d'abord protéger. On comprend ce que vous êtes en train de dire. Oui, nous allons dans la composante sociologique. La répartition. Nous commençons d'abord par l'anthropologie des peuples. Donc, la question de. Mais ça ne ferme pas les portes. Mais ça ne ferme pas les portes. Là où il n'y a pas beaucoup mais maintenant, il ne faut pas que le bas-fond, quand nous sommes en train de faire les conclaves au centre, se sente gêné parce qu'il n'est pas autochtone. Nous commençons, si on a mis ça en préambule, ça veut dire que nous commençons par la représentation par les autochtones. Par chez nous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous commençons à prendre d'abord parmi nous les minorités des Bassa, les Yambassa, les Banen. Là-bas, même en bas encore, il y a encore des petits. Et vous croyez qu'on va les sauter, frère? D'accord, merci. On va les sauter. Et on va vous prendre. Et on va vous mettre à la mairie. Donc, comme Toudobara. Parce que vous êtes plus nombreux. Non. D'accord. Benoît Feu-Dieu, sur cette question-là, la loi a abordé la question. On a lu les articles qui encadrent cela. Semblerait-il que cet encadrement n'est pas total, n'est pas complet ou n'est pas précis. Vous savez, la loi, elle est dynamique. Oui. Et elle convient selon le temps. C'est-à-dire qu'on la vote aujourd'hui. Elle nous satisfait et on la trouve complète. Mais au fur et à mesure que le temps passe, oui, les choses évoluent et des ambitions naissent. D'autres éléments se créent pour compliquer la compréhension de la loi. Tout à l'heure là, j'ai été d'accord sur une approche des gens de Dieu et pas d'accord sur l'autre. Oui. Parce que j'ai bien peur qu'on déplace le débat. Autochtone, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y a même pas un débat sur autochtone. Parce que quand moi j'entends, on dit pourquoi on a inscrit ça dans la Constitution. Moi je ne sais pas pourquoi on s'interroge. Puisque autochtone, tout le monde est autochtone. Donc on s'est adressé à tout le monde. À tout le monde, oui. On n'a exclu personne. Tout le monde est autochtone. Là je suis totalement d'accord. Sauf maintenant qu'on revient sur le sujet, la représentation. La représentation se dit différemment. Lorsque le législateur met, vous avez cité l'article 151 alinéa 3 pour les députés, 171 pour les conseillers municipaux. On parle de représentation sociologique. C'est même là qu'il faut faire très attention dans son interprétation. Je dirais que on ne peut pas aller tout de suite entrer dans la communauté pour commencer à analyser la représentation sociologique dans une communauté. Et ça sera, et c'est pour ça que c'est même aussi très difficile pour les législateurs d'aller jusqu'à donner les quotas. Parce que vous risquerez venir dire autochtones 3%. Le moment arrive, entre les autochtones ne se comprend plus. Nous vivons ici dans le Fundi. Il y a parfois qu'en fonction de certains intérêts, certains autochtones que vous connaissez bien, on commence à renier leur... Mais le débat n'est pas là. On a connu ces épisodes. Mais le débat n'est pas là. Le débat est dans la représentation sociologique. Et au législateur de préciser, c'est-à-dire les gens qui constituent la population, la résidence d'une commune donnée ou d'une circonscription donnée. C'est dans ça qu'on parle de la représentation sociologique d'abord. Même si à l'intérieur
Parce que je vais dire, ce problème est en train de courir de gauche à droite parce que c'est porté par certains hommes politiques. Mais vous allez voir, c'est difficile de trouver ce problème dans un parti sérieux comme le RDPC. Parce qu'on sait comment on règle ça. Là où il faut entrer dans les communautés, on sait comment toucher dans les communautés. Mais la représentation sociologique, on ne saurait pas venir. Parce que le législateur, si le législateur vient se mettre à élaborer de cette façon, les villes ne sont pas constituées de la même chose. Nous avons des villes, si nous avons 360 communes par exemple au Cameroun, nous avons moins de peut-être 20 qui peuvent poser un débat quelconque. Qu'on puisse dire, non, il y a n'est-ce pas, les gens qui ont migré ici, il y a des zones qui sont entièrement occupées par une communauté, que le problème ne se pose pas. Il y a des zones où, en dehors de la communauté, vous pouvez avoir juste 2% d'immigrés, des choses comme ça. Donc, alors, lorsqu'on dit représentation sociologique, on sait que, bon, si on va dans l'ensemble, on va aller toucher les communautés, on va même aller toucher les groupes sociaux, on va même aller toucher le côté soit handicapé et ceci. Mais on les englobe pour mettre dans les communautés. Pour dire, si nous venons, par exemple, dans des villes comme à Yaoundé, parce que j'ai dit, le cas n'est pas le même. Et c'est pour cette raison que le législateur laisse un peu ouvert. Les villes ne sont pas les mêmes. Nous avons par exemple une grande ville comme Yaoundé, Douala, on peut dire Garoua, on peut toucher les grandes villes, on peut aller dans d'autres villes spéciales comme Bertois, comme peut-être... On sait que ceux qui vivent dans une commune, on peut y retrouver un groupe constitué peut-être, allons-y un peu comme ça, des Bassa, des Ondo, des Boulou, des ceci, de cela. Pourvu que dans cette commune-là, on sait que s'il y a ces groupes-là, on se retrouve, ils se retrouvent dans la liste. Vous gardez la main, on écoute rapidement ce Camerounais au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, je m'appelle monsieur Henri. J'appelle depuis Douala. Monsieur Henri depuis Douala. Je devrais intervenir à l'émission. Allons-y, vous êtes déjà en direct. Monsieur Henri. D'accord, je vous remercie. Bon, je voudrais tout simplement dire que cette idée de cette affaire de tautonner que une certaine communauté, excusez-moi de dire une certaine communauté pour ne pas blesser les sensibilités, j'espère que suivez mon regard. Allons-y. Beaucoup ne reconnaissent pas, oui. Il y a une certaine communauté camerounaise. Je ne taxe personne, mais suivez mon regard. Que toutefois que vous prononcez le mot autochtone, cette communauté se sent blessée. Ces frères-là se sentent blessés. Je me demande pourquoi. Maître venait de parler tout à l'heure, l'intervenant que vous avez interrompu là, a dit quelque chose de très patent. Quand il dit que tout le monde est autochtone quelque part, et c'est vrai. C'est clair. Mais il y a une certaine communauté camerounaise qui n'accepte pas cette histoire d'autochtonie. C'est comme si on les excluait quelque part. Moi, je suis originaire du Mungo. Regardez ce que vaut le Mungo. Allez voir ceux qui gouvernent pratiquement le Mungo. Est-ce que les enfants du Mungo ont parole chez eux? Essayez de comprendre ça. Ça, c'est terrible. On dit, le Cameroun, il y a tel nombre de députés au Cameroun, à tel endroit, à telle zone. Le frère qui a parlé d'anthropologie, de représentation anthropologique, c'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Le législateur peut-être n'est pas allé jusqu'à là, mais c'est de cela qu'il s'agit. Parce que je ne peux pas, je vais vous donner une anecdote. J'ai mon beau-frère qui était directeur du CETIC de Bafoussama. Au moment des élections, monsieur le directeur de Kaplan-Mela était parti se faire soigner en Europe. Et lui a donné l'autorisation de le représenter comme membre du RDPC. C'était lui qui gérait les élections. Je vous dis, monsieur Ngonjanjo, c'est son nom, a failli être tué à l'ouest, à Bafoussama. Ce que je dis, renseignez-vous encore auprès du RDPC. Ces gens qui étaient secrétaires à l'époque là. D'accord. Donc, les gens sont là, ils font des choses qu'on ne sait pas. Donner à chaque contrée ses gardes de gérer leur chez eux. D'accord, on a compris. Monsieur Henri, merci, on a compris. Oui, donc alors, je continue en disant que le problème n'est pas... C'est pourquoi c'est aujourd'hui que ce problème surgit. Et ce problème va faire à telle enseigne qu'on commence même à douter du vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens que même le vivre ensemble,
Lui n'a pas de problème. Mais c'est des hommes politiques dans la recherche des positions politiques qui ont des problèmes. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler, représenter là, c'est pour des postes électifs. C'est pour des postes politiques. C'est parce que chacun voudrait être plus présent et avoir sa part. D'accord. Mais... Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous appelez? C'est M. Simon de Douala. M. Simon de Douala, on vous écoute. Oui, c'est par rapport à cette notion de représentation sociologique. Oui. J'espère que, ça, au départ, le concept était très bien maîtrisé et connu. Quand on parle de représentation sociologique, il s'agit de l'ensemble des populations qui composent la population d'une ville. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de Douala. Nous rencontrons les Moulous, les Bamileke, les Nordistes, les Bassa, les Douala, les anglophones. Au moment d'établir la liste, ces différentes populations doivent être représentées. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas faire nous n'avons pas considérer le mot tribu ne veut pas dire représentation sociologique. Quand on parle de représentation sociologique, il s'agit de différentes populations qu'on rencontre dans la conscription. D'accord. Bon, merci. Alors, donc, allons-y rapidement. On m'a tellement interrompu. Mais sauf que bon, j'étais donc en train d'expliquer que non, dans une composition sociologique, loin d'aller chercher, d'aller puiser très loin, c'est aussi simplement écouter que ça. Dans une commune donnée, il y a des personnes qui résident dans cette commune. Partout, qui résident dans cette commune, qui participent aux activités de cette commune, qui font tout dans cette commune. Alors, lors de la composition des listes, on sait que on va trouver tous ces différents groupes. Et il peut aussi arriver qu'une communauté qui est dans cette commune, elle est aussi moins représentée et moins dynamique qu'elle ne soit pas prise dans les listes. Parce que ne parlons pas comme si la liste a un nombre indéfini. Nous avons une commune, on n'a peut-être que 40. Et puis, vous pouvez vous rendre compte que dans la composition sociologique, on peut même avoir 30 communautés, ou voire même 50 qui sont là. Mais la liste doit s'arrêter qu'à 40. Est-ce que vous allez augmenter la liste? Non. Et c'est pour ces raisons que est-ce qu'il y a des progrès sociologiques? Est-ce qu'il y aurait une base sur laquelle on devrait se fonder? C'est-à-dire que d'accord, il y a les composants sociologiques selon votre définition. Oui. On commence par dire qu'il y a les bananes, il y a les bassins, et ainsi de suite. Est-ce qu'on fait une répartition à part égale, alors qu'il y a des gens qui on ne peut pas faire à part égale. Voilà. Et puis n'oubliez jamais qu'on parle là de représentation politique. Parce que quand on débat ce problème, les gens confondent avec la représentation administrative. Dans les concours à la fonction publique, il y a les quotas. Parce que c'est l'État, on partage. Mais quand on arrive en politique, il y a encore un détail que les gens oublient. Si je fais ma liste tout de suite, parce qu'il faut absolument que je réponde à certains détails pour dire que non, représentation, c'est si je m'arrête ici, je m'arrête cela. Je m'amuse, ma liste ne sera pas concurrentielle. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que le législateur a prévu que lorsque la liste a un minimum, n'est-ce pas, d'équilibre, de partage sociologique, elle passe. D'accord. On ne va pas au fond pour dire est-ce que tel groupe se trouve absolument dans la liste. Est-ce que tel groupe. Mais la seule chose à retenir que moi je pense, comme nous avons dit ici, qu'au niveau du conseil régional, on a résolu que non, le conseil, la région, elle est à un niveau où on peut faire des précisions. On a fait des précisions là-bas. Un leader de la région puisse tenir. Mais je pense que même s'il y a évolution, il sera difficile de descendre, poser ces précisions jusqu'au niveau micro, jusqu'au niveau des communes. Il pourrait, une personne à la fois. Je sors en disant, il pourrait être difficile sur ce plan que nous sommes en politique, et j'ai bien dit. Même quand on arrive chez les autochtones, je prends l'exemple de Yaoundé ici. On n'est pas maire à Yaoundé parce qu'on est autochtone. Parce qu'en fait, ça, c'est même un débat qui vient d'arriver.
On est maire à Yaoundé parce qu'on est capable d'assumer et de tenir Ah son là, vote. d'accord, d'accord. Vous Merci, comprenez un merci. peu? On repart, on repart. Benoît, ça fait longtemps que vous avez la parole. Vous avez confisqué la parole. Alors on a écouté les uns les autres, surtout vous avez écouté les intervenants de Douala. C'est à dessein qu'on a pris ceux qui appelaient de Douala parce qu'on a l'impression qu'il y a une focalisation sur la situation de Douala. Est-ce que c'est Douala qui fait le problème ou alors ce sont les textes? Non, il y a les textes et il y a les certains de Douala, parce que dire que les gens de Douala, ce serait exagéré. Je veux dire que... Alors, on peut inviter qu'on prenne rapidement quelqu'un. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zé. Nous vous suivons quotidiennement, tous les jours, et ce problème de représentation commence à être vraiment très complexe. Oui. Vraiment complexe. Parce que, en fait, il est dit élection locale qui représente les localités. Alors, la localité, je ne pense pas qu'il y a une localité Baham à Yaoundé. Non. Je ne pense pas qu'il y ait une localité Banson Nord. Alors, donc, au bout d'un moment, il faut que les uns et les autres, qu'on accepte une certaine réalité qui est faite à dessein. Parce que c'est clair que le législateur a tout fait pour que ce soit clair. On a dit représentation locale. D'accord, merci, c'est clair. Allons-y, à vous la parole. Non, Jean-Jacques, je voudrais dire que le débat devient... se pervertit avec les hommes politiques qui ont échoué et qui pensent que en activant l'aspect communautaire, il peut espérer quelque chose. Mais ça peut être un bon discours en campagne électorale. Oui, mais un discours qui est très dangereux. D'aller en campagne électorale pour dire que votez nous, nous sommes du village, ce n'est pas interdit. On peut le faire. Ce que je veux qu'on reconnaisse, c'est que c'est dangereux pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que si vous prenez pour cible une communauté simplement parce qu'il serait justement représenter pas une communauté. C'est ça justement. On vient de dire que tout le monde ne faisons pas la mauvaise foi. Ne faisons pas la mauvaise foi. On va faire cette mauvaise foi. Il y a trois appelants. C'est la mauvaise foi. Il y a trois appelants. Ces trois appelants n'ont pas cité autre communauté que celle qui est la cible. Les appelants, c'est leur droit, mais sur le plateau, c'est pas notre. Non, je n'accuse pas le plateau. Je n'accuse pas le plateau. C'est parce qu'on est en train de vouloir ressortir dans l'approche du débat. On n'a pas focalisé notre thématique sur une communauté. Parce que si on prend Douala, Mangazan est sénateur là-bas. Vous le savez. Vous savez que Mangazan est sénateur là-bas. Voilà, donc ce n'est pas une communauté précise. Oui, en fait, je suis d'accord. Je ne veux même pas entrer dans ce débat. Je veux simplement dire que ce qui pervertit ce débat qui est plutôt intéressant, c'est que c'est porté par des hommes politiques qui ont échoué et qui pensent pouvoir utiliser un élément qui est trop dangereux pour se positionner. Parce que pourquoi ils ne posent pas le débat au niveau de l'administration? Pourquoi ils sont focalisés sur député qui est la plus grosse entreprise de Douala? La représentation. La plus grosse entreprise de Douala n'est pas gérée par un Douala. Le port de Douala, il n'y a pas un... N'y allons pas. Non, je veux dire que... On parle de la représentation. Je suis dans la représentation. Non, ça c'est la question. Je veux démontrer... Ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on évoque. Que le directeur du port de Douala ne soit pas Douala, ce n'est pas la question. C'est la question. On est dans la représentation. C'est-à-dire que qui va nous représenter, qui nous représente. Jean, on est d'accord. Oui. Je veux partir d'abord du contexte. Ce qui crée ce débat pour arriver au cas général que vous voulez poser. Et que c'est ce cas général qui est intéressant. Mais je veux élaguer le débat de ceux qui veulent utiliser un aspect dangereux pour se positionner. Sont-ils la cause ou la conséquence? C'est vous qui avez dit tout à l'heure que vous aimez analyser les causes. Est-ce que ceux-là sont des causes ou des conséquences d'une situation? Non, ils ne sont ni les causes ni les conséquences. Tout dépend du bout par lequel on prend. En fait, ce que je veux démontrer simplement, c'est que une fois que vous posez le débat dans l'intérêt individuel, ça biaise le débat. Et une fois que vous biaisez le débat, l'objectivité disparaît. C'est-à-dire que même celui qui est en face de vous, qui en temps normal doit reconnaître que vous êtes autochtone chez vous et que c'est légitime, que vous réclamez un certain nombre de choses. Si vous posez mal le problème, il prend ça mal. Parce que on peut bien dire que certains s'offusquent. Tout dépend de comment le problème est posé. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui peut faire une liste sans prendre en compte tout le monde. Ça y va de l'intérêt de sa liste. Et l'autre élément que les gens... Même celui qui a évoqué la question, que vous n'avez pas nommé,
n'a pas dit qu'il fera une liste essentiellement de ses frères. Non, le leader de cette affaire a dit qu'il va faire les gens de son village. Non, je veux simplement dire que c'est un débat intéressant, mais il ne faut pas le pervertir en faisant d'une affaire individuelle. Maintenant, l'intéressant, c'est que chacun est chez lui. Je prenais l'exemple, chacun est autochtone quelque part. Je prenais l'exemple de chez moi, à Bafan par exemple. Je n'ai pas le même droit chez mon père que chez ma mère. Quand vous allez à un événement chez nous, selon que vous soyez, l'événement soit du côté de votre père ou du côté de votre mère, vous n'avez pas accès au même droit. C'est des choses qui existent dans nos communautés et qui ne posent problème à personne. Le problème de la politique, c'est que les hommes politiques l'utilisent de façon égoïste. Et c'est ça qui dérange. Parce que si vous venez sur la scène politique, au lieu de poser un problème de façon générale, vous donnez l'impression aux gens que c'est eux votre problème, ben, ils réagissent autrement et ça produit ce que ça produit. Le débat est intéressant. On est d'accord, les gens, par exemple, je suis parfaitement d'accord qu'on dise que... On va permettre à Benoît de réagir sur cette question-là. Des communautés qui semblent se sentir particulièrement concernées. Non, ils ne se sentent pas, ils sont nommément cités de façon régulière. Non, les appels cités. Notre débat, ce n'est pas sur ce que les individus ont dit ou ont fait. Je vais revenir un peu sur la doctrine. Et des lois. Est-ce que la loi qu'on a au Cameroun aujourd'hui permet qu'on règle cette affaire? Monsieur Jean Jarzé, je reviens sur la doctrine de mon président national portée dans le libéralisme communautaire. Oui. Je disais que la cohabitation des communautés est fondée sur 3 principes. Le respect des différences, la solidarité entre les différentes composantes et puis la primauté de l'unité nationale. D'accord. Tout en... Écoutez, je n'ai pas fini. Il y a la reconnaissance des différences. Grand frère, la particularité... Restons sur le la particularité de chaque composante. Alors, cela veut dire ceci. Tout ce qu'on est en train de débattre là, je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Chacun sort de quelque part. Et quand il est quelque part, alors il vit avec un autre groupe qui garde ses particularités, pendant que toi, que tu viens, tu gardes tes particularités. Mais la seule chose qui est primordiale, c'est l'unité nationale. Merci. Et je sors en disant, pour comprendre ce débat, non, je sors définitivement en disant que moi, j'aurais même plutôt voulu qu'on pose cette question autrement. Pour moi, ce n'est jamais une communauté qui peut être visée. Moi, je pourrais plutôt poser la question, on est représentant pour faire quoi? La représentation, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour défendre les intérêts de la circonscription qui vous a désigné, ou encore de la commune. D'accord. Appeler localité, tout ça c'est la chose. Appeler localité, appeler commune, c'est la même chose. Stéphane, on a écouté les uns les autres, on a même pris certains au téléphone à dessein pour essayer de varier davantage les visions autour de cette affaire. On se rend bien compte justement qu'il y a des narratifs, des discours qui permettent ou qui amènent les uns les autres à sortir de la question fondamentale qui est celle de ce que le législateur a dit. Est-ce que le législateur, en restant muet à certains moments, n'a pas créé ce qu'on vit aujourd'hui? Justement, le législateur a créé cela parce qu'il faut intégrer que les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Ça veut dire simplement que les lois doivent s'adapter à l'évolution de la société. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la preuve qu'on doit revoir cet article. On doit davantage être précis parce que pour mieux comprendre le problème des autres, il faut se mettre à leur place. Et chacun de nous ici a une identité. Ça, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord. Chacun de nous ici a une identité. Et cette identité est rattachée à un territoire. Ça, au moins, on ne va pas le nier. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis Eton de père et Nanga de mère. Ça veut dire que je suis autochtone, Ankom tous deux, et dans une certaine mesure, Ameba, qui est le village de ma mère. Mais ça ne m'empêche pas... Dans une certaine mesure. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Même la loi, même chez nous, c'est comme ça. Me permet d'hériter Ameba. Moi, j'hérite chez ma mère. Bien sûr. Donc, dans une certaine mesure, je suis également autochtone Ameba. Mais je ne peux pas être autochtone à Yaoundé. C'est pour ça que j'ai fait les propositions que je fais. Pourquoi? Parce que mettez-vous aussi dans la posture de ceux qui revendiquent. Peut-être qu'ils revendiquent mal. Ça veut dire que quoi?
parce que vous êtes devenu minoritaire sur votre territoire, vous ne pouvez plus avoir un député, vous ne pouvez plus avoir un maire. Ça mène à Ce n'est pas possible quand même. Permettez. qu'il est là-bas. Ça amène justement peut-être à mal poser le problème, mais il faudrait qu'on s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive justement à une politique de quotas, parce que les gens vous ont dit que c'est l'ensemble des populations qui vivent sur une localité qui constituent la composante sociologique. Mais sauf que ces populations sont constituées des autochtones et des allogènes. D'abord. Ça veut dire que les allogènes doivent être représentés comme les autochtones doivent être représentés. Il faut donc trouver une formule sur le plan juridique qui fera que, et c'est pour ça que j'insiste, si on a dit par exemple que dans l'Onfundi il y a 10 députés, on peut dire que vraiment on donne 3 députés aux allogènes et 10 députés aux autochtones, c'est un exemple. On peut dire que dans un conseil municipal de 41 députés, justement conseillers autant pour moi, on donne 15 députés aux étrangers et peut-être 31 députés aux autochtones. Est-ce que vous savez que quand vous avez véritablement une légitimité, même avec ces quotas-là, vous pouvez être maire dans un conseil municipal. Ça veut dire que vous êtes minoritaire, mais parce qu'on sait que Benoît Feu-Dieu peut travailler pour Yaoundé 6, par exemple, même les autochtones vont voter pour Benoît Feu-Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que chez nous, dans le RDPC, on n'a pas ce problème parce qu'on règle ça. Il y en a. Il y a. Là, pas trop. Il y en a. Mais tu parles du RDPC comme c'est un territoire. Le RDPC n'est pas un territoire. Non, le RDPC, il faut qu'on se rende parce que le RDPC n'est ni une localité, ni un territoire camerounais. Il faut que ce soit... Donc, ne réglez pas ça au RDPC, ça ne vous concerne pas. Donc, on règle ça à partir de la non-loi. On va dire de non-loi. Donc, quand vous ne connaissez plus que le RDPC est majoritaire. Et ce que je dis est en lien avec la Constitution, parce que la Constitution, dans son préambule, vous dit que on protège les minorités. Ça veut dire qu'il faut se rassurer que les minorités n'aient pas l'impression qu'elles sont marginalisées. Donc vous comprenez que c'est urgent aujourd'hui qu'on ait une politique de quotas en termes de représentation. Que vraiment qu'on soit précis dans la représentation pour que ça ne pose plus de problème. Ça fait que quand tu vas venir te plaindre, on va te dire que non, la loi a dit que voici le nombre de sièges des autochtones, voici le nombre de sièges des allogènes. Le débat est clos. Donc vivement que on essaye de résoudre cette question. Stéphane, sur cette question, l'évolution souhaitée par Paul Stéphane peut nous permettre justement de sortir un peu, vraiment on a ouvert tous les dictionnaires possibles pour chercher de quoi il s'agit quand on parle de composants sociologiques. Si vous rencontrez 10 Camerounais, chacun a pratiquement sa définition et tout le monde a raison, curieusement. Oui, Jean-Jacques, tout le monde a peut-être raison, ça dépend comme il a dit, du bout par lequel on tient l'affaire. Je pense que les partis politiques, parce que c'est eux qui ont la charge et la responsabilité de la sélection des candidats et des investitures, peuvent régler en interne. Comme je viens de la question des quotas et vous avez réglé ça à Yaoundé. Et des minorités. Vous avez réglé ça à Yaoundé, vous n'êtes pas des minorités. Le législateur, pour des besoins de cohésion, d'unité nationale et de vivre ensemble, peut rester muet et de prudence pour éviter la guerre et une crise sociale, pour rester muet sur la question à dessein par prudence. Mais à l'intérieur des formations politiques, la question peut trouver des solutions. Dans les mécanismes d'investiture des candidats, les directions des formations politiques ou alors les comités d'investiture peuvent définir des quotas en interne que le législateur ne trouvera pas. Ça, c'est des mécanismes en interne. Chaque parti politique définit ses statuts et son règlement intérieur. Le législateur n'interfère pas, sauf s'il y a des dispositions qui sont contraires à l'unité nationale. Donc la question peut être réglée à l'intérieur des formations politiques. On peut se dire Douala et Yaoundé. Parce que il faut quand même reconnaître, Jean-Jacques, Douala et Yaoundé, ou alors les 10 capitales régionales, sont des capitales où des activités se développent à forte concentration. Et puis les migrations, les gens viennent se fixer là pour leurs activités. Il faut tenir compte donc... Alors ces gens ne se fixent pas à Garoua, Maroua, Bafoussam. Donc prenons le cas de... Oui, nous avons une capitale politique et une capitale économique. On évoque très peu Bafoussam.
qui sont des capitales régionales ordinaires, mais focalisons-nous sur... allons même sur le cas du littoral, sur le cas de Douala, qui est la capitale économique, qui a une ouverture sur la mer, qui a une zone industrielle, qui a une très forte concentration d'activités économiques. Mais tout le monde, les gens aspirent au bien-être. Chacun part donc de sa région pour aller vers ce pôle économique, pour se développer. Ça pose pas de ça, la Constitution le leur permet. Oui. Il y a donc plusieurs sociologies, plusieurs identités culturelles qui se retrouvent donc concentrées à Douala. Comment régler le problème? Mais les formations politiques, je dis encore pour la préservation de la cohésion nationale. Parce que si tout vole en éclat, Jean-Jacques, on ne parlera plus de représentation. S'il y a la guerre, on ne parlera plus de représentation. Mais il ne faut pas que certains soient lésés. Donc, les appareils politiques doivent régler le problème en définissant. D'abord, en identifiant toutes les sociologies se trouvant dans la ville de Douala. Premier élément. Deuxième élément, parce que l'État sait qui est composante majoritaire à Douala, qui est composante minoritaire, qui est composante ultra-minoritaire. Alors si on reste dans majoritaire, si on reste dans majoritaire, minoritaire, à aucun moment vous n'avez évoqué composante autochtone. Non, je ne suis pas majoritaire. Attendez, je ne suis pas encore au niveau de ça devrait être. Non, je suis encore au niveau de la représentation politique. Je ne suis pas encore allé au niveau. Je suis pas encore. Que la représentation autochtone n'est pas politique. Attends, elle est justement. Est-ce que vous savez que les intérêts de chaque communauté se jouent dans le cadre politique? Écoutez, le caractère allogène et autochtone. Non, il n'y a pas allogène dans notre constitution. Le caractère l'autochtonie doit se régler et est prévu au niveau de la Constitution. Il n'y a pas là, c'est l'État. Là, c'est l'État. Je vous parle là des arbitrages à l'intérieur des formations politiques. Parce que dans mon parti politique, vous n'allez pas m'imposer de prendre les originaires du littoral parce que c'est les élections locales au niveau du littoral. C'est moi qui définis le personnel politique et ceux qui sont aptes à atteindre les objectifs de développement que je définis dans mon appareil politique. Mais pour des soucis de cohésion, je peux donc faire des arbitrages en interne écoutez, qui ne sont pas contraires à la logique d'unité nationale. La question est très délicate. Permettez-moi. Très délicate aussi. Oui. Est-ce que je voudrais dire que nous prenons dans les arbitrages, j'intègre la donne autochtone dans les arbitrages, la formation, dans la sélection des candidats, dans la commission d'investiture. Nous insistons sur la parole à d'autres. Bonsoir, le grand soir, monsieur Zé. Si le parti dans Douala X n'a aucun sympathisant dans cette commune ressortissant Douala, comment fait cette formation politique-là? Julius Neba de Bamé Nda, on va y aller. Le problème n'est pas purement politique, parce que là on est dans le purement politique que Stéphane évoquait tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques, dans le RDPC, on ne peut pas faire une liste sans minorité et les autochtones. Je suis un président de sous-section. Un bonsoir particulier au docteur Stéphane Zanga, Pythagore depuis Mvengue. Merci Pythagore de contribuer. Le RDPC est défendu là. Bonsoir tous. Les autochtones ont leur village, les allogènes ont leur village. Lorsque un autochtone meurt, va-t-on l'enterrer chez l'allogène? Et lorsque un allogène meurt, va-t-on l'enterrer chez un autochtone? Donc, nous devons d'abord être représentés par ceux avec qui on partage la terre ancestrale. Merci pour votre contribution. On respecte cela. Alors, il y a beaucoup de messages. Il faudrait que la question est très importante. Bonsoir, je pense qu'il ne faut absolument pas laisser la tâche de réguler ce problème aux partis politiques. Justement, c'est ce que j'allais dire. Monsieur. Justement, docteur Zang. C'est Hans Andébé. Vraiment, excusez-moi, ça ne relève pas des partis politiques. C'est pour ça que j'ai dit à mon grand frère, que vous au RDPC, laissez ça. Vous n'êtes pas une localité. Vous êtes un parti politique. Nous parlons là des questions anthropologiques et historiques. Éducation laisse aux partis politiques, le peuple vous pensez que c'est la s'il vous plaît, qui viennent du haut. On aura des étrangers en fonction partout sur l'étendue du territoire, juste à cause du désir des comités centraux. Voilà, et écoutez, il y a un monsieur qui a appelé du Douala. Quand il convoque les représentations sociologiques de Douala, il a parlé de Bamenda, des étones, des machins.
Il n'a pas cité le Passa, le Douala, le Bonabéry, le machin. Et c'est ça qui Je pense que c'est un exemple qui Non, on commence. Je vous dis. Donc, vous avec cette audition n'est pas anodin. Je vous dis, pas anodin. On ne peut pas citer des représentations sociologiques à Bamenda, à Bertois, sans citer le Baya, à Maroua, sans citer le Haoussa, à Bafoussam, sans citer le Bafang. C'est malhonnêtement, c'est intellectuellement malhonnête. D'accord. De dire la que question peut être réglée sur le plan purement politique des partis politiques. Non, moi je pense sincèrement que ça peut bien Paul Stéphane donne une approche qui doit être adoptée. Il est question ici d'adopter les quotas. Les quotas en fonction d'une large majorité aux minorités et aux autochtones. Parce que, comme le monsieur de Douala a dit, il s'agit des élections locales. Et ma localité, c'est là-bas, à la Lequier. C'est ma localité. D'accord. Et comme j'arrive là-bas, ayant grandi à Bertois, j'ai grandi à Bertois et à Bomban. Ayant grandi à Bertois et à Bomban n'est pas ma localité. Bertois n'est pas ma localité. J'aurais pu rester là-bas, avoir les terres là-bas. Non, c'est pas confusion. Merci. C'est sérieux. Il n'y a pas confusion. De gestion qui fait être laissée entre les mains des partis politiques. Vous dites non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que en fait, les partis plusieurs fois. C'est moi qui ne parle pas beaucoup. Ne sont pas les responsables de l'unité du pays. Ils ne sont pas garants de la cohésion du pays. Parce que les partis politiques sont des associations privées. Et au nom de, j'ai envie de dire quoi, de cette casquette juridique qu'elles ont, elles peuvent décider de faire ce qui les arrange. C'est l'État qui fixe le cap en fonction de l'orientation qu'il veut. J'ai envie de dire que le débat qui est posé aujourd'hui est une preuve que l'article de ce code électoral est arrivé à expiration. Voilà. On doit modifier cet article parce qu'en fait... Vous savez que l'État est géré par un parti, par un leader de parti qui devient le chef de l'État. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que c'est une ligne idéologique. Sauf que quand il devient... Justement, lisez dans le livre que Benoît Fedju a évoqué de l'idéologie partisane. Lisez dans le chapitre 6 de Pour le libéralisme communautaire. Je vous rappelle le titre. Des identités communautaires à une identité nationale. C'est Paul Biya qui titre, chapitre 6. Quand vous allez lire, vous allez comprendre où il voudrait justement qu'on arrive. Il doit donc intégrer ce que je suis en train de dire dans cet article pour qu'on arrive là où il voudrait qu'on arrive. Parce que j'insiste encore, c'est quand tu n'étais pas mis à la place des autres que tu ne comprends pas pourquoi il est en train de pleurer. Imaginez-vous un seul instant qu'on se retrouve en Komtou. On dit par exemple qu'un Komtou doit être 3 députés, il n'y a aucun enfant d'un Komtou. Non, ce n'est pas possible. Oh, c'est la représentation sociologique. C'est un exemple. Là qu'on ne se comprend pas. Même si vous avez le cœur de Jésus, à un moment, ça pourrait vous révolter. C'est pour ça qu'il faudrait donc qu'on encadre. Pour que si comme toi doit être 3 députés, qu'on dise que, ok, les enfants n'ont comme tout, c'est 2 places. Et ceux qui immigrent, parce qu'on ne peut pas défendre un Camerounais d'aller se chercher ailleurs, vont prendre une place de député. Et ici, les partis politiques se battent pour faire les fils de Komtou. Sur le rôle des partis politiques. Oui, je crois qu'on prend la chose de façon trop simpliste. Oui, c'est plus compliqué que cela. Parce que premièrement, il y a que c'est un vote. Et quand vous mettez un candidat, il y a l'enjeu de la victoire. Le vote, c'est la phase finale. Oui, mais quand vous faites une liste pour aller voter du processus. On est d'accord. Le processus commence par la loi. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que même quand la loi, même quand on fait la loi, on prend en compte ces réalités. Je suis un parti politique. Je tiens de constituer les listes. Je n'ai pas un bafang à portée de main qui peut me garantir une victoire. Puisqu'à la vérité, il y a la question des profils. Tu n'es pas bafang, n'est-ce pas? Non, j'ai pris bafang pour que ça ne donne pas l'impression que je veux stigmatiser. C'est pour ça que j'ai parlé de mon village. Pour qu'on ne m'accuse pas de quelque chose. Je veux dire que vous pouvez être en train de faire une liste et que vous avez de la peine à voir quelqu'un de la communauté autochtone. Non, c'est la réalité. Le dynamisme politique. Non, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Les chefs traditionnels sont là. Les chefs traditionnels sont là. Vous ne pouvez pas parler. Je suis en train de vous dire que quand vous prenez une circonscription, là je parle d'expérience. Vous allez sur le terrain, le dynamisme n'est pas exactement le même. Et quand vous choisissez un profil,
il y a l'enjeu de victoire derrière. Ça veut dire que ce n'est pas simplement parce que je suis Bafang qu'on va me mettre tête de liste, par exemple. Sinon, je fais une liste pour aller échouer. Il y a ces enjeux-là politiquement qu'il faut prendre en compte. Et je vous dis que vous arrivez... les enjeux politiques, mais avant le politique, il y a la loi. Est-ce que la loi ne devrait pas encadrer tout cela? La loi doit encadrer. Ce que la loi peut encadrer, par contre, parce que quand il y entend par exemple quelqu'un dit qu'au RDPC, il y a les autochtones, il n'y a aucune liste qui peut se faire sans les autochtones. Le débat, c'est quelle est la position qu'on donne aux autochtones. C'est en termes de proportion et de position dans la liste. Oui, c'est là-bas que se situe le débat. Personne ne peut faire une liste sans autochtones et allogènes. Nous sommes tenus. Maintenant, je dis que la loi peut régler au niveau des postes de responsabilité. Comme on a réglé au niveau de la région, en disant par exemple qu'on ne peut qu'être autochtone pour être président régional. On peut aussi dire que s'il y a dans une mairie, s'il y a trois maires, deux peuvent être obligatoirement autochtones, ou bien en disant que si le maire titulaire je le vois, il y a une autochtone, les autres maires doivent être allogènes, ou l'inverse. Mais on sait exactement où se trouve le problème. Voilà comment on peut régler. Mais si les mairies, ça fait très peu de si vous voulez, à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que ça fait grand débat. À la mairie, Douala ne se plaint pas. Parce que la Fampou est là, elle a remplacé Abraham Chateau, qui a remplacé Fampou Dagobert. Ça ne cause pas de problème. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens politiques qui activent des choses. Maintenant, je vous dis que dans la constitution de liste, chaque parti politique met les allogènes, met les autochtones. Tout dépend de la position qu'ils ont. Maintenant, il arrive aussi des cas de répartition. Si j'ai mis un Bafang tête de liste et que le deuxième est Bassa 1, et que dans l'autre liste, on a presque la même chose, et qu'on arrive dans une logique de répartition, on peut se retrouver que j'étais tête de liste chez moi, et puis l'autre est entré, il est aussi Bassa. Et puis, en fait, la répartition n'est pas aussi simple qu'on laisse croire. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y a un problème à régler, et c'est à l'État de régler. Poser de façon claire et à Douala, on le sait, le littoral a combien de députés? 25 ou 19? Je sais peut-être, 19 je crois. 19, donc 4 ne sont pas des fils du littoral. L'Ouest a ses 25 et tout le monde est fils de l'Ouest. Oui, mais c'est un débat mal posé. Parce que la composition sociologique n'est pas exactement le même. C'est un débat mal posé. Non, c'est pas de ils sont de mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi, c'est un débat bien posé. Ailleurs, le problème se pose. À Bafang, tu peux avoir 99% de Bafang. On a tout fini. Comment vous dites qu'il y en a pas? Dans le Fundi, il n'y a pas que les fils de Fundi qui sont députés. Il y a ressortissants de l'Ouest, ce qui fait un total de 30 députés. Fils de l'Ouest. C'est ça que je dis que c'est un débat mal posé. Voilà, c'est un débat très mal posé. Mais il est là. Oui, justement, il est là pour qu'on en débatte. En 2 minutes, parce qu'on fera le tome 2 demain. Oui. Je ne sais pas si je serai encore là, mais on va continuer la série. Si nous sommes invités, nous serons annoncés. Je me vertue à dire une chose ici que le problème peut être réglé par la loi. Oui. La loi me l'a réglé de sa façon jusqu'à l'heure où nous sommes. Mais comme la loi sauf que elle peut changer. Là où elle l'a réglé, on fait tout pour ne pas la suivre. Parce que quoi? Pourquoi je dis que la loi l'a même réglée? Parce que même le code électoral insiste sur la représentation sociologique. Ça veut dire que le code électoral coupe du coup en disant chaque groupe doit être représenté. Ça c'est dingue. Toujours la même loi, j'ai cité les régions tout à l'heure pour dire la loi a réglé au niveau des régions. Maintenant au niveau de la représentation, on a dit qu'on laisse d'abord les communes parce qu'il n'y a pas assez de problèmes là-bas. On revient sur la représentation et je n'ai dit qu'une chose ici que les partis politiques même sont capables, règlent ça s'ils comprennent la loi. Et j'ai pris l'exemple du RDPC. En disant, dans le RDPC, tout ce qu'on est en train de débattre ici, là, le RDPC débat lors de ses investitures. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de vouloir... Mais merci, monsieur le sénateur anglais qui est annoncé rapidement. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir fustiger la façon du RDPC. Parce que le RDPC arrive souvent aux investitures parce qu'on arrive quelque part... On traite d'abord le problème parfois de grandes familles. Vous nous arrachez notre territorialité.